tous et bienvenue dans votre magazine d'information Le Grand News. À la une ce soir, déjà présent dans des films comme Réputation de Polanski ou Seul dans la nuit de Terence Young. C'est sans doute l'une des techniques les plus simples pour effrayer le cinéma, telles que le jump square, bondir de peur. Alors comment les films d'horreur s'y prennent-ils pour nous faire sursauter de peur? Élément de réponse signé Olivier De Clermont. multiples facteurs peuvent faire qu'un film d'horreur est raté. Un scénario moisi, des effets spéciaux grossiers, des méchants ridicules ou des acteurs qui jouent comme des parpaings. Not the beast! Ah! Oh, my eyes! Eyes! Mais il y a autre chose qui peut expliquer qu'un film ne vous laisse pas un souvenir impérissable, le jumpscare. Le jumpscare, c'est quand vous sursautez dans votre siège parce que quelque chose vient soudainement de se passer à l'écran, le plus souvent avec un bruit ou une musique très forte. Cheryl? C'est la technique la plus basique qui soit pour faire peur et elle remonte à loin. On la retrouve déjà dans La Féline de Jacques Tourneur, Répulsion de Polanski ou Seul dans la nuit de Terence Young. Window. Mais c'est surtout à partir des années 80, avec l'arrivée des slasher movies, les films dans lesquels un tueur, souvent masqué, s'en prend à un groupe de jeunes et généralement à l'arme blanche, comme Halloween ou Vendredi 13, que la pratique du jumpscare va se généraliser. Et aujourd'hui, il y en a tellement que l'on peut même définir des sous-catégories, dont certaines frises de clichés, comme la menace qui apparaît subitement dans le miroir, ou la fausse alerte, comme le chat par exemple. En répertoriant tous les jumpscares contenus dans plus de 400 films d'horreur, le site américain Where is the Jump a démontré que cette technique était aujourd'hui bien plus utilisée qu'auparavant. Après le pic des années 80, le niveau se maintient aujourd'hui à 9 en moyenne par film d'horreur. Tenez, pour illustrer cette tendance, prenez cette scène culte dans le film Ça, adapté de l'œuvre de Stephen King en 1990. Hi, Georgie. Aren't you going to say hello? Oh. Et maintenant, comparez avec la même scène, telle qu'elle est présentée cette fois dans la bande-annonce du remake de Ça, version 2017. D'un côté, un film qui, sans quasiment un seul jumpscare, a créé toute une génération de coulrophobes, les gens qui ont peur des clowns. De l'autre, un énième remake avec, dès les premiers instants, un jumpscare. Ok, mais en quoi est-ce un problème? Eh bien le problème, c'est que trop de jumpscares tue le jumpscare. Le 5e volet de la série Paranormal Activity, par exemple, en contient 29, ce qui en fait en moyenne un toutes les 3 minutes. Or, pour qu'un jumpscare soit efficace, il faut qu'il soit l'aboutissement d'un processus. Il faut qu'il y ait d'abord une attente, une tension qui monte petit à petit pour finalement être libéré d'un coup. Mais ça prend du temps. Et si vous alignez les jumpscares toutes les 2 secondes, vous ne donnez aucune chance à l'ambiance de s'installer. Écoutez ce que disait Alfred Hitchcock. The big difference between, we'll say, suspense and shock or surprise is that in order to get suspense, you provide the audience with a certain amount of information and leave the rest of it to their own imagination. L'image qu'a très souvent pris Hitchcock pour illustrer son propos, c'est celle de 2 hommes discutant à une table, quand tout à coup, une bombe explose. En tant que spectateur, vous êtes surpris et choqué pendant quelques secondes, vous ne saviez pas qu'il y avait une bombe. Mais si le réalisateur décide de vous faire savoir qu'il en a une, et qu'il laisse la scène durer et les personnages continuer de discuter de façon innocente. Là, la tension monte et vous obtenez du suspense.
Aligner les jumpscares les uns derrière les autres, c'est donc un peu céder à la facilité. C'est privilégier l'effet à court terme, le sursaut immédiat du spectateur, à celui de long terme, l'angoisse qui lentement s'installe. En plus, il y a un effet d'accoutumance. Plus il y a de jumpscares, plus le spectateur va s'attendre à sursauter. Et le risque, à force, c'est qu'il sorte complètement de l'histoire. Mais alors, est-ce que ça veut dire que le jumpscare est forcément synonyme de mauvaise qualité? Non. Bien sûr, d'ailleurs si la différence entre un bon et un mauvais jumpscare vous intéresse, je vous conseille la chaîne YouTube Now You See It. Son auteur Jack Nugent a consacré un épisode entier à la question. Donc, beaucoup de jumpscares ne veut pas forcément dire mauvais film. Mais de manière générale, on peut tout de même dire que plus le film en contient, moins il a de chances d'être bon. Tenez, en reprenant la base de données établie par le site Where is the Jump dont je parlais tout à l'heure, j'ai fait un super graphique. En abscisse en bas, c'est la note des films sur le site IMDb. En ordonnée à gauche, c'est le nombre de jumpscares. Alors certes, ça ressemble à un nuage de points, mais en fait, la tendance est bien là. Il y a bien sûr des exceptions, mais en général, plus un film est bien noté, moins il a de jumpscares. Et vous, quel est le jumpscare qui vous a le plus fait sursauter au cinéma? N'hésitez pas à laisser votre commentaire et comme disait Ewan... Goodbye, old friend. Actualité culinaire à présent pour vous faire découvrir quelques secrets du chef Pascal Barbeau qui a gagné sa 4e étoile hier pour créer de nouvelles saveurs. Regardez. De turbo, de cochon, de canard. Alors, ce qui est fabuleux dans le métier, c'est qu'on a des milliers de pistes. Ça peut être un souvenir d'enfance, donc essayer de le retranscrire en cuisine. Ça peut être un retour de voyage. Je pense à Taïwan, par exemple, entre l'idée de l'association entre la cacahuète et le concombre. C'est une association que j'aime beaucoup. Ou alors en Inde, j'aime beaucoup le cardamome et le safran. Ou alors ça peut être une technique ancestrale, classique, ou ramener de l'étranger, du Japon ou de l'ailleurs. Moi j'ai besoin d'être présent, j'ai besoin de toucher, de transformer, d'associer, de laisser un petit peu reposer. Ensuite on va revenir dessus, on va l'associer, on y va à tâtons dans un premier temps. Quand on est perdu, on revient toujours sur la recette originale. C'est jamais évident, c'est pas l'idée de l'artiste en se lève le matin. Ah, aujourd'hui je vais faire une fondue de parmesan, mélilo et cèpe rôti. Non, ça marche pas comme ça, malheureusement. Ça c'est une selle plus, laitue asperge. Donc en fait on mange le cœur. Et on a vraiment le goût de la laitue et de l'asperge. On est vraiment entre l'asperge et la salade. Pour ce soir, vous ne savez pas encore comment. Voilà, donc déjà on va le cuire et après au niveau de l'assaisonnement, on va au niveau du goût, comment on va essayer de le mettre en avant, je ne sais pas encore. Ici, voilà, on a beaucoup de petits condiments. Ici, on a un jus d'ail et gingembre. On a une huile de feuilles de figuier. On a une sauce soja cacahuète. On a une émulsion à base de vinaigre de rérès et huile d'olive. Voilà, donc alors voilà. Ici on a beaucoup d'assaisonnement, donc avec poudre d'épinards, poudre de myrtille, cendre de laurier et gingembre. On a différentes huiles, une huile de curry, une huile de noisette. Voilà, ici on a les tomatillos, donc c'est pour faire le salsa verde. Donc voilà, et on va composer. Et à partir de tout ça, il y a un élément phare. Voilà. Vous allez œuvrer toujours. Voilà, est-ce qu'on va le servir avec un poisson, avec une viande? Je ne sais pas encore, on va voir. Pour faire rêver, il faut bien entendu que ce soit un produit d'une qualité exceptionnelle, extraordinaire. Mais en fait, tous les produits sont égaux. Que ça peut être un oignon doux des Cévennes, un foie gras, ou aujourd'hui on a cuisiné un coin, mais le coin il a vraiment une dimension incroyable, parce qu'il a une longueur en bouche, la maturité est parfaite, c'est un coin sauvage qui a vraiment beaucoup de goût. Et j'ai fait goûter aux clients, ils me disent ah ouais, le coin c'est ça. On avait oublié ce goût vraiment très profond, très intense du fruit. Pour réussir un plat, il faut maîtriser absolument 3 ingrédients. Bien entendu, c'est la cuisson, l'assaisonnement et la découpe. Et en fait, les 3 mots ne peuvent pas être dissociés. Si l'un des 3 ne marche pas, le plat n'est pas réussi. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement personnel, la cuisine. C'est pour ça que c'est assez difficile à expliquer et on n'a pas tous les mêmes références. Pour ma part, je pense qu'on peut vraiment associer beaucoup de produits ensemble. Et on en revient une fois de plus toujours au même, tout est une histoire de dosage. Je pense à un produit laitier avec un fruit rouge, par exemple. Ça marche. Je pense à l'endive. C'est un produit, la mer, beaucoup de personnes n'aiment pas l'endive.
On a tous l'idée de l'endive trop amère. Moi j'aime beaucoup l'amertume. Donc on faisait une endive à un moment donné, il y a très longtemps, on faisait une endive caramélisée, servie en dessert, avec une sauce au spéculoos et banane. Donc voilà, ça c'est un plat, c'est un de nos plats signatures que j'ai fait il y a très longtemps. Donc beaucoup de clients aimaient. On a des clients qui n'aimaient pas parce que juste l'idée, la notion d'endive, avant même de goûter, ah non je ne peux pas goûter, on avait l'idée de l'endive. Après on a beaucoup de clients, on a le souvenir de la cantine, la salade de betterave rouge insupportable, horrible. Ou le chou-fleur qui ne sont pas bons, ou le brocoli. Je pense qu'il y a confusion sur les produits nobles et pas nobles. C'est une histoire d'offre et de demande, de production, mais voilà, un caviar n'est pas forcément magique. Un caviar peut être huileux, avoir des notes un petit peu de terre, terreux. Le caviar parfait doit être parfaitement rond, pas trop salé, des grains qui éclatent en bouche avec une notion de poisson mais extrêmement délicate, d'iode, même voilà, on n'a pas le goût de poisson bleu, on doit avoir le goût de l'iode. C'est très difficile de dissocier le goût de la structure d'un produit, de la matière, de la cuisson, de l'assaisonnement. Des troncs carbonisés, des arbustes roussis, pourquoi les incendies sont-ils aussi graves pour les forêts? Réponse de Josefa Lopez et nos correspondants. Des troncs carbonisés, des arbres roussis, de la terre noircie, voilà ce qu'il reste de la forêt de la Bastidonne. En juillet dernier, plus de 1200 hectares ont brûlé en quelques heures dans l'un des incendies les plus destructeurs de ce début de siècle en France. Mais malgré ce paysage de désolation, les incendies sont-ils si graves pour les forêts? Pour le savoir, direction le sud de la France. On pourrait croire que rien ne repoussera, jamais, que les flammes ont tout emporté. Et pourtant, la nature est bien faite. Elle s'est adaptée au feu en développant des stratégies qui lui permettent de renaître de ses cendres. La première stratégie, c'est ce qu'on appelle la voie sexuée par dissémination de graines. Alors je vous explique. Prenons l'exemple du pin d'Alep, très fréquent dans les forêts du sud-est. À son sommet sont accrochées des pommes de pin. Et dans ces pommes de pin, il y a des graines. Lorsque la température monte, à cause de l'incendie, la sève qui maintenait ces pommes de pin fermées fond et les graines tombent sur le sol ou s'envolent. Et comme ce sol est très fertile et qu'il y a désormais de la place, elles pourront pousser facilement pour donner naissance à un nouvel arbre. Celle-ci est plus ancienne. Donc là, si j'écarte ces écailles, on voit nettement à l'intérieur la petite graine grise qui se trouve là, au cœur, avec son ailette. Finalement, le pin s'est adapté. Voilà, c'est typiquement un mécanisme d'adaptation au feu au cours des temps évolutifs et qui fait qu'aujourd'hui, les pins qui disposent de cette caractéristique ont un avantage adaptatif par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Donc c'est vraiment un arbre qui peut survivre après des incendies. Alors, en toute rigueur, l'arbre meurt au feu, mais c'est la population et l'espèce qui survit par la génération suivante qui va naître de ces graines. Deuxième stratégie de régénération, celle des arbres à feuilles. Ils réussissent en effet à repousser rapidement par leurs racines et leurs branches, même si l'arbre semble parfois complètement brûlé. Oui, alors ici l'incendie date d'un mois, la végétation est encore sous le choc, on n'a pas de reprise de végétation, sauf quelques exceptions. Là, on en voit une par exemple avec cet arbuste qui a été complètement roussi et qui pour autant a déjà fait quelques rejets. Ça veut dire que les tissus sont encore vivants, que cet arbuste est encore vert. Les feuilles mortes vont tomber et le feuillage va se reconstituer progressivement. À terme, on aura une forêt mixte de feuillus et de résineux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va aller voir dans cette forêt qui a brûlé il y a 25 ans à quelques pas d'ici et où on a une reconstitution assez complète. En seulement quelques semaines, une forêt peut donc réussir à repousser seule. À Grand-Bois, 1800 hectares avaient été détruits. Résultat, aujourd'hui, la forêt a repris ses droits. Les pins d'Alep ont repoussé et font aujourd'hui 4 à 6 mètres de haut. Et si les arbres réussissent à résister aux incendies, c'est aussi grâce à leur morphologie qu'ils ont, pour certains, adapté au feu. Leur secret, des cimes en hauteur ou une écorce épaisse. Cette partie-là a été échauffée au-delà de ce que pouvait supporter l'écorce.
Petit à petit, les tissus sont morts sous l'écorce et l'écorce est tombée. Il y a encore des lambons qui tombent encore 25 ans après. Mais toute la partie qui se trouve ici a été protégée par cette écorce très épaisse et a permis la survie de l'arbre. Cet arbre est encore vivant. L'homme peut aussi aider les forêts les plus vulnérables à se régénérer, une sorte de coup de pouce. Et lui aussi a ses techniques. En plus de débroussailler ou d'abattre les arbres brûlés, il peut par exemple utiliser le bois mort pour protéger les jeunes pousses. On appelle cela les fascines. Ce petit pin là, il n'aurait pas pu repousser tout seul? Alors il aurait peut-être pu, là on est vraiment dans une logique d'accompagnement et de faciliter les phénomènes naturels. On est sur un secteur qui est en pente, donc avec de l'eau qui ne va pas rester sur place, en plus sur des sols relativement pauvres, et avec une exposition, comme je te le disais, au soleil qui est quand même relativement défavorable à la survie des jeunes plants. Donc pour augmenter les chances de survie, on crée en fait ces ouvrages-là qui, on va dire, vont donner plus de probabilité de reconquête du sol par la régénération du panalep. Autre technique, la replantation. Des arbres élevés en pépinière peuvent être réintroduits dans la nature. Mais cette replantation ne fonctionne pas toujours, car les arbres sont plus fragiles et ne s'adaptent pas forcément à leur nouveau milieu. Donc voilà ici une illustration avec un chêne vert qui a été planté il y a 1 an ou 2 et qui est mort du fait de la sécheresse estivale, alors que derrière on a un chêne vert, la même espèce, qui est reparti de manière naturelle et qui aujourd'hui est bien plus vigoureux que ce qu'on a devant nous. Au final, laisser la forêt se régénérer seule est souvent la solution la plus efficace. Alors avec ce qu'on vient de voir, on pourrait croire que finalement, les incendies, ce n'est pas si grave pour les forêts. D'ailleurs, depuis des décennies, la taille des forêts augmente chaque année de 1% malgré les incendies. Mais ce n'est quand même pas si simple. La nature a trouvé des stratégies, des parades pour dépasser l'impact d'un incendie. Le problème, c'est qu'on est aujourd'hui confronté à des répétitions d'incendies qui, elles, n'ont rien de naturel. Combiné avec l'impact du réchauffement climatique qui accroît les périodes de sécheresse, la multiplication des incendies pourrait donc devenir vraiment dangereuse pour une forêt qui a besoin d'une 50aine d'années pour repartir. En gros, 4 incendies en moins de 50 ans dans une même forêt seraient catastrophiques. À trop brûler, elle pourrait à terme finir par disparaître pour laisser la place à des zones de maquis et de garrigues. Quel est cet étrange panache bleu observé lorsque l'on débouche une bouteille de champagne? Cette question, c'est Gérard Belair qui répond. Regardez.
/legrandnews et aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous donne rendez-vous demain à 20h30 pour le Grand News. Merci de nous rester fidèles.